Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Après 3 premiers épisodes mettant sur le devant de la scène de jeunes, voire de très jeunes enfants déficients visuels, cet épisode donnera cette fois-ci la parole à des adultes, avec Marie et Thierry. Marie, rencontrée en septembre dernier, nous partagera un témoignage sincère, sans phare, sur sa vie, ses difficultés, ses craintes, mais aussi ses espoirs. Et après écoute de son témoignage, Thierry, qui n'est autre que le co-réalisateur avec votre humble serviteur de cette émission, a eu lui aussi envie d'y participer. Alors pour tout vous dire, ce n'était pas forcément le programme que j'avais prévu, mais par les temps qui courent, quelque peu étranges, il faut savoir s'adapter. Thierry apportera donc tout au long de cette émission un complément d'information sur les sujets abordés par Marie dans son interview. Et puis, il nous partagera également son témoignage tout aussi sincère et sans phare. Tout ça dans le but, nous l'espérons, de sensibiliser ne serait-ce qu'un peu plus le public à la réalité de la déficience visuelle. Bref, un programme finement ciselé et clairement chargé pour ces 25 prochaines minutes. Alors êtes-vous prêts ? On l'espère. Car c'est parti. Bonne écoute. Oui, donc alors je m'appelle Marie, je suis déficiente visuelle, j'ai une rétinite pigmentaire et j'ai 2 enfants qui sont également atteints. On l'a appris il y a 2 ans. Très difficile parce que tu as un sentiment de culpabilité, parce que tu sais qu'ils vont passer par toutes les étapes où tu es passé. Pour les études, pour le permis, pour le travail. Tu sais qu'ils vont devoir se battre 10 fois plus que les autres pour y arriver, quoi, et c'est compliqué. Le fait que toi, tu aies cette rétinite pigmentaire depuis pas mal d'années, qu'est-ce que ça a développé en toi ? Eh ben, ça a développé surtout que, en fait, moi, je suis pas encore dans l'acceptation totale. Pendant longtemps, enfin, pendant mes études, j'ai passé incognito. Tu n'en parles pas, dans ton travail, tu n'en parles pas. Tu fais jusqu'au jour où tu peux plus faire et tu es incapable de parler de la maladie sans te mettre à pleurer. Donc, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, c'est-à-dire que tu démissionnes. Parce qu'à l'époque, tu sais pas qu'il existe plein de choses, la MDPH, etc. Encore à l'époque, il n'existait pas le système de transport pour aller domicile-travail. Moi, c'est ce que je demandais. Je me suis fait aider après par le Cap Emploi, mais ils te disent clairement, mais restez chez vous, madame, voilà. T'es jeune, t'as encore envie de te battre, donc tu te bats, tu te fais toutes les démarches, travailleur handicapé, etc. T'essayes de jouer franc-jeu. Donc tu joues franc-jeu, tu travailles pendant plusieurs années dans une autre entreprise, jusqu'au jour où le médecin de travail te déclare inapte à cause de tes yeux. Alors là, c'est très dur moralement. Tu peux plus conduire, tu peux plus travailler, tu te sens en dehors de la société complètement. Donc, tu t'occupes de tes enfants, tu essayes d'être une mère, d'être présente, mère au foyer, comme tout le monde. Donc là, c'est pareil, à l'extérieur, le handicap ne se voit pas. Un handicap visuel ne se voit pas, c'est un handicap invisible. Donc, personne en fauteuil, on le voit dans la rue, une personne qui voit mal, si elle dit rien, des fois je pouvais passer pour quelqu'un de fier, tu passes à côté de quelqu'un sans la voir, voilà. Tu avances, tu essaies d'avancer, mais là encore, ça devient de plus en plus difficile parce que la vue baisse. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marie au sujet de la MDPH. Donc les MDPH, c'est les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes handicapées. On dit des fois MDA, maison départementale pour l'autonomie. Donc ce sont des guichets uniques pour faciliter l'accès aux informations aux familles, aux personnes en situation de handicap qui se retrouvent face au handicap. En gros, ça permet de faire reconnaître ses droits, notamment son degré d'invalidité, son taux d'incapacité, et puis surtout aussi de pouvoir aussi bénéficier d'aides humaines ou de prestations de soutien, des aides financières, parce que effectivement le handicap engendre aussi pas mal de problématiques. Donc on peut être amené, notamment quand on est parent d'enfants déficients visuels,
avoir besoin, à un moment donné, ponctuellement ou de manière plus régulière, à des aides humaines. Donc ça permet éventuellement de mobiliser une AVS, une auxiliaire à la vie scolaire. Donc il y a toutes sortes de prestations, une panoplie de prestations qui peuvent être mobilisées. Mais si on ne passe pas par la MDPH, on ne pourra pas mobiliser ces aides. Donc c'est vraiment important pour les familles ou les personnes en situation de handicap de bien se faire identifier par les maisons départementales pour les personnes handicapées, pour faire simplement reconnaître ses droits et pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides qui vont nous permettre de mettre en place son projet de vie, son projet professionnel, son projet de formation, qui sont essentiels pour avoir une vie, on va dire, citoyenne pleine et entière, si on peut dire. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. En compagnie de Thierry et de Marie, que l'on retrouve tout de suite pour la suite de son entretien. Par chance, j'ai découvert l'organisme La FIDEV, qui est sur Lyon, le seul centre de réadaptation pour déficients visuels. Donc quand je les ai appelés, j'étais déjà dans un piteux état, c'est-à-dire que la dépression n'était pas loin. Quand j'ai voulu prendre mon rendez-vous, j'étais incapable de parler à la secrétaire. Ça ne sortait pas, le son ne sortait pas. Donc bon, au bout d'un moment, j'y suis arrivée. Bon, il a fallu que j'attende 1 an avant la prise en charge. Donc la prise en charge, tu apprends à te servir d'une canne, tu apprends à te servir d'un ordinateur différemment, tu apprends des techniques avec une ergothérapeute. Et puis tu vois des personnes qui sont comme toi, avec une rétinite pigmentaire ou avec d'autres handicaps visuels. Et ça t'aide énormément dans le sens où tu te dis t'es pas seul, et puis tu vois des personnes qui sont aveugles et qui en font 4 fois plus que toi. S'ils peuvent le faire, moi je dois pouvoir le faire aussi. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que pendant cette période, on a fait une thérapie de groupe un petit peu, on était 6. Et on s'est beaucoup aidés mutuellement, on était à différents niveaux. Et des années après, on est toujours en contact d'ailleurs. Et c'est entre déficients visuels, je pense qu'on s'aide énormément, on se donne des infos, on se donne des trucs et astuces, on se donne parce que tout ce qui est organisme, la MDPH, etc., c'est pas une aide au quotidien, c'est zéro, quoi. Alors la FIDEV, il se trouve que je connais très bien parce que j'y ai travaillé pendant quasiment 15 ans. Alors j'en profite pour me présenter peut-être rapidement. Je suis malvoyant, on peut dire même quasiment aveugle aujourd'hui. J'ai 55 ans. J'ai perdu la vue il y a plus de 30 ans. Donc je me suis totalement reconnu dans le témoignage de Marie. Elle a très bien décrit toutes les phases par lesquelles on peut passer. Ça va du déni, de la colère, puis à un moment donné, on peut plus faire semblant, faire illusion. On est bien obligé d'affronter les choses. Et la FIDEV, comme elle le dit, ça l'a aidé à réapprendre un certain nombre de gestes de la vie quotidienne qu'elle pouvait plus faire comme auparavant. Moi, j'ai occupé là-bas un poste de chargé de mission et mon travail consistait à accompagner les demandeurs d'emploi déficients visuels, les étudiants déficients visuels, les stagiaires de la formation professionnelle et aussi les salariés, c'est-à-dire leur permettre soit d'accéder à l'emploi, soit de maintenir leur emploi. Donc là, j'intervenais plus particulièrement sur les aménagements de postes de travail. Ça m'a interpellé parce que dans son témoignage, Marie, elle parle qu'effectivement, le fait d'avoir, pas caché, mais si peut-être un peu masqué ses difficultés, notamment dans le travail, et du coup de ne pas aller au-devant des informations. Donc elle a vécu ça, je pense, de manière très douloureuse, alors qu'il existait, la FIDEV existe depuis un certain nombre de temps. Les médecins du travail, normalement, sont au courant qu'il y a possibilité d'aménager les postes de travail. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage qu'elle a dû démissionner, licenciement pour inaptitude. Et moi, j'ai été confronté parce que j'ai la double casquette, en fait. J'ai été un professionnel dans l'insertion professionnelle, dans tout ce qui touche au handicap visuel. Donc, je pense avec un vrai savoir-faire. Et en même temps, moi, j'ai été aussi salarié voyant, salarié malvoyant, salarié très malvoyant. Et donc, confronté à ces difficultés-là aussi. Donc moi, j'avais la chance de baigner dans ce milieu-là et quelque part d'avoir les informations à portée de main. Donc ça m'a permis, moi, de m'adapter au fil de l'eau. Mais malgré tout, je ressens totalement
les frustrations qu'a pu ressentir Marie, parce que moi aussi je les ai ressenties, parce que il faut savoir que quand on perd la vue de manière très évolutive, donc c'est vrai que c'est un handicap un peu invisible, donc c'est très difficile à faire comprendre aux autres ce qu'on voit ou ce qu'on voit plus. Et puis on a tendance un peu à minimiser les choses, on va s'adapter, et puis on s'épuise à s'adapter jusqu'au jour où on est au fond du trou, et puis voilà, on a tendance à prendre peut-être des décisions un petit peu de manière un peu brutale, c'est un peu un instinct de survie, alors qu'il y a des solutions, comme la FIDEV. Alors la FIDEV, c'est un centre de rééducation, de réadaptation fonctionnelle spécialisé dans la déficience visuelle, donc eux, ils accompagnent essentiellement des adultes déficients visuels, ils permettent aux personnes qui perdent la vue brutalement ou de manière évolutive de se réapproprier un certain nombre de gestes de la vie quotidienne pour pouvoir continuer à avoir une vie entre guillemets normale, à acquérir un maximum d'autonomie, de l'autodétermination, parce que quand on perd l'autonomie, on perd aussi sa capacité bizarrement à dire oui ou non, à prendre des décisions dans sa vie de tous les jours. C'est pas l'autonomie simplement pour savoir cuisiner, pour savoir se déplacer avec une canne. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça. Vous êtes toujours connecté sur la bonne fréquence à l'Imaginoire à l'écoute des familles. Dans une émission en forme de débat distanciel aujourd'hui, avec le témoignage de Marie et les réactions à chaud de Thierry. Si vous voulez en savoir plus sur cette émission, y participer, n'hésitez pas à nous contacter par mail, l'imaginoire@lilo.org, ou en nous rendant visite sur la page Facebook dédiée à l'émission, le facebook.com/l'imaginoire. LIMAGINOIR. Allez, retour à l'entretien en compagnie de Marie. C'est difficile pour la famille parce que ils nous voient pas évoluer, je pense. Ils nous voient comme si on était il y a 10 ans, 20 ans, voilà. Pareil, ils nous voient chez nous, nous débrouiller très bien parce qu'on sait où sont nos affaires. C'est sûr qu'il ne faut pas me mettre mon tube de je ne sais quoi à 15 cm de sa place parce que sinon, je mettrai plus longtemps à le trouver. Mais du coup, l'entourage ne s'en rend pas compte. Ils s'en rendent pas compte ou est-ce qu'ils veulent pas voir? Les deux. Je pense qu'il y a un sujet tabou là-dessus, c'est qu'ils ne veulent pas voir aussi dans le sens où ça les arrange bien de se dire elle se débrouille, c'est très bien comme ça et voilà. Enfin moi j'ai besoin de quelqu'un pour mes déplacements, ne conduisant plus et voilà. Et cette frustration parce que tu as envie de faire plein de choses, des fois je peux pas ou alors pour faire quelque chose de simple pour quelqu'un qui prendrait sa voiture et voilà, il en aurait pour 5 minutes. Moi, il me faut que je fasse toujours un système D, un truc et astuce pour le moindre déplacement. Il y a 2 ans, moralement, j'étais pas bien du tout dans ma vie. Pas bien dans mon couple également parce que je pense que mon mari n'acceptait pas mon handicap. Je pense que c'était difficile pour lui de vivre avec quelqu'un qui était dépendant sans être... Enfin, moi, je pensais être quand même bien indépendante. Et donc, je suis partie à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un ami aussi atteint de rétinite pigmentaire, qui est malvoyant également.
Et ça a changé ma vie dans le sens où j'ai repris confiance en moi. Enfin, je me suis surpassée physiquement et je me suis dit, ben voilà, je l'ai fait malgré les difficultés de ma vue et j'ai rencontré des personnes formidables qui ont eu un regard différent sur mon handicap et qui m'ont dit, voilà, je ne suis pas que la femme handicapée visuelle, je suis voilà, quelqu'un qui est capable de faire des randos et voilà, pour la première fois de ma vie, j'étais fière de moi et ça m'a beaucoup aidée. Bon, je me suis laissée couler, hein. J'ai touché le fond, hein, on peut le dire. Et à un moment, il faut que tu remontes. Hein. Quand t'es tombé bien bas, t'es obligé de remonter. Donc, tu te bats quoi, jusqu'au bout. D'autant plus, en sachant que mes 2 enfants sont atteints, j'ai pas le droit de baisser les bras, quoi. Il faut que je leur montre que malgré tout, on peut avoir une vie, même en étant déficient visuel. Même si c'est dur, je veux pas leur dire que c'est facile. Voilà, ou alors sinon, on se fout sous un train tout de suite. Donc non, donc on est obligé de se battre, il n'y a pas le choix. Et moi, je suis encore 3 fois plus obligée. Voilà, pour mes enfants, je suis obligée. J'ai pas le choix. Mais j'espère vraiment qu'ils vont nous guérir. Hein. J'ai espoir et c'est ça qui me fait... moi, je me dis, un jour, je reconduirai. Et voilà, c'est ce qui me fait avancer. Je me dis pas, je vais devenir aveugle tous les jours. Non, non, non. Mais alors, est-ce que le message là un peu sous-jacent, c'est de ne pas s'enfermer sur soi-même, mais de garder toujours le contact avec l'extérieur ? Oui, complètement, parce que quand ça va pas, on a tendance à se replier sur soi-même, justement. Et en fait, les autres vont pas venir nous chercher. Ça, c'est clair qu'ils vont pas venir nous chercher. Et c'est à nous d'aller vers les autres, de leur expliquer, de leur dire nos besoins. Et souvent, on tombe sur des personnes qui sont heureux de nous aider, en fait. Ça les valorise eux aussi. Là, j'ai fait une rando samedi, des personnes tout à fait normales et qui, des endroits où j'étais un peu en difficulté, sont venus naturellement vers moi et m'ont aidée. Donc, c'est possible, quoi. C'est possible si on a l'envie et si on... Mais c'est sûr qu'il faut demander. Moi, je n'étais pas quelqu'un à demander. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et des fois, on a un coup de mou, on n'a pas envie, mais voilà, faut s'entraider entre déficients visuels et les personnes qui voient bien, faudrait qu'elles soient un peu plus tolérantes et un peu plus ouvertes, on va dire, voilà, à ce monde-là. Le risque quand on perd la vue, c'est de s'isoler. Faites l'expérience vous-même, fermez les yeux, ne serait-ce qu'une heure. Ça peut être terrifiant, on va dire. Et on peut avoir tendance à s'exclure un petit peu de l'extérieur, parce que l'extérieur peut faire peur, et ça demande tellement d'énergie pour aller vers les autres, et pour dépasser ces peurs, on peut avoir tendance des fois à se dire, non, c'est trop dur pour moi, à voir que le négatif en fait, tout ce qu'on ne peut pas faire, ou tout ce qu'on ne peut plus faire. C'est pour ça que l'entourage est essentiel. Personnellement, je n'ai pas eu un entourage familial très présent, mais j'ai eu la chance d'avoir des amis très précieux qui m'ont aidé à aller de l'avant, à me bouger un petit peu les fesses à un moment donné. Parce qu'effectivement, ne serait-ce que se dire, maintenant, j'y vois plus assez pour me déplacer tout seul. Voilà, ça fout la trouille. Donc, il faut effectivement prendre conscience de ça, se donner les moyens de suivre les apprentissages qui vont nous permettre, par exemple, pour se déplacer, d'utiliser une canne blanche. La canne blanche aussi, c'est une sacrée étape. Hein. Pour moi, je sais que ça a été très difficile d'accepter parce que la canne, c'est stigmatisant. Puis, on a ses propres préjugés, ses propres a priori. Ça veut dire que quand on est voyant, effectivement, de voir quelqu'un qui ne voit pas, ça nous renvoie à nos peurs. On ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de la personne, se dire, moi, si j'y voyais pas,
Donc on n'a pas trop envie de se mettre à cette place-là. Quand on perd la vue, on n'a pas envie d'aller vers là-bas. Donc on a envie de rester chez les voyants. Mais à un moment donné, voilà, il faut bien faire face, parce qu'il faut bien... c'est pas accepter, mais il faut essayer de le vivre le mieux possible, de vivre avec. En gros, on n'a pas trop le choix. Soit on s'isole et on est malheureux, et on ne fait plus rien, donc on s'écroule quelque part. Ou soit on va de l'avant. Donc après, chacun trouve ses motivations là où il peut. Moi, ça a été auprès de mes amis, de mes enfants. Voilà, mes enfants ont été très moteurs, comme Marie. Pour moi, ça a été même essentiel, mes enfants. Voilà, donc c'est toujours continuer à s'interdire rien, en fait. J'étais passionné de sport, donc au départ, je me dis, je ne pouvais plus pouvoir faire du sport comme avant. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire comme sport? Donc j'ai une amie très proche qui a senti que le sport pouvait être pour moi une thérapie. Donc moi, le point d'entrée, ça a été la natation. Et puis il s'avère que moi, j'avais un tandem chez moi. Et donc j'en ai parlé un peu autour de moi. Et en fait, j'en ai parlé le jour même quand je faisais de la natation auprès des personnes qui étaient là ce jour-là. Le soir même, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien faire du tandem avec vous ». Donc c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout à l'époque. Et là, ça fait 7 ans que je fais du tandem avec lui de manière très régulière, au moins une fois par semaine. Donc c'est devenu un ami. Je le remercie aujourd'hui, Philippe. Voilà, donc après, j'allais très très peu, moi, au théâtre à l'époque. Donc une fois, j'ai entendu parler que la Comédie de Valence avait mis en place un certain nombre de choses pour rendre accessibles certains spectacles aux déficients visuels, aux déficients auditifs. Et puis ils avaient aussi mis en place des comités, ce qu'ils appelaient des comités des spectateurs, pour avoir aussi le retour de personnes en situation de handicap, voir ce dont elles avaient besoin, voilà, pour un échange, un partage en fait de connaissances, on va dire, de pratiques. Donc j'ai dit, j'y vais y aller. Et depuis, je vais régulièrement au théâtre. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. Ça a été thérapeutique. Et c'est un univers que je connaissais très peu, même pas du tout, et qui m'a permis en fait de dépasser mes peurs. Et je dirais presque aujourd'hui que j'ai le sentiment de faire plus de choses en état aveugle que quand j'étais voyant. Ça peut paraître paradoxal, quoi. C'est pour ça qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment s'interdire. Voilà, il y a beaucoup de personnes, de structures qui sont prêtes à accueillir des personnes en situation de handicap de manière très simple, très chaleureuse. Voilà, et on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé dans le handicap pour pouvoir accueillir une personne en situation de handicap. Effectivement, je pense que pour certains handicaps, ça demande quand même un minimum de préparation, d'anticipation, de réflexion en amont. Mais s'il y a de la bonne volonté de part et d'autre, ça peut se faire très simplement. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de choses, effectivement, sans pour autant passer par des organismes spécialisés. Et voilà, les deux sont possibles. Moi, je connais des amis là sur Lyon qui font du tango, qui sont déficients visuels et qui font avec entre guillemets des voyants, quoi. J'aime pas trop ce terme valide, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Ça me paraît vraiment important de rester en mouvement, en action, parce que ça, déjà pour soi, ça fait du bien, et ça participe aussi à sensibiliser un peu parce que pour la plupart des voyants, voilà, les déficients visuels, heureusement, quoi, notamment surtout des aveugles, il n'y en a pas tant que ça. Donc on n'est pas forcément sensibilisé, on ne sait pas comment faire face à ce type de handicap. Donc je pense que c'est enrichissant pour tout le monde, en fait. Oui, c'est effectivement enrichissant pour tout le monde, je le confirme. Et c'est ainsi que se termine cette 24e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Merci à Marie et merci à Thierry. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les émissions précédentes, ainsi que des bonus inédits. Venez nous rendre visite sur le mixcloud.com/l'imaginoire, LIMAGINOIR. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous contacter par mail.
à l'imaginoire@lilo.org ou en nous rendant visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. Cette émission vous est proposée par l'association Résonance et elle est soutenue par la CAF Drôme, l'Archipel des Utopies et la Fondation Française des Jeux. À bientôt pour une nouvelle émission.